Voilà, donc aujourd'hui, la conférence que nous allons avoir est une conférence assez atypique. Tout d'abord, je voudrais présenter le conférencier que vous connaissez. C'est Monsieur David Labreur, qui est docteur en lettres modernes et directeur du musée et du centre d'archives de la maison d'Auguste Comte. Alors, vous savez les liens que nous avons, très étroits avec la maison Auguste Comte. Nous avons fait à plusieurs reprises des conférences communes et nous avons eu aussi des visites que peut-être nous pourrons renouveler, des visites il y a quelques années que peut-être nous pourrons renouveler. Donc, il va nous présenter aujourd'hui un personnage peu connu et qui est un personnage tout à fait particulier et original. Alors, pourquoi nous intéresser à un poète hongrois? Eh bien, nous nous intéressons à un poète hongrois parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est venu, qui a habité rue du Vieux-Colombier, si je me souviens bien, pendant ses études à la Sorbonne. Et donc, c'est un des nombreux ressortissants étrangers de notre arrondissement. Nous en avons eu beaucoup. C'est un écrivain, nous en avons eu aussi beaucoup. Mais nous n'avons, à ma connaissance, pas eu beaucoup de poètes hongrois. Et ce poète hongrois est un personnage très, très particulier de l'entre-deux-guerres, qui est très important dans la littérature hongroise. Et l'Institut hongrois n'est pas très loin de nous, rue Bonaparte, et donc il nous paraissait intéressant et important d'avoir une présentation d'Attila József. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Labreur, qui, en passant d'ailleurs, je dois le dire, est membre de notre conseil d'administration. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci pour votre présence, même virtuelle, ce soir. Merci à la Société historique du 6e arrondissement et tout particulièrement aussi à Marie-Claude et Bruno Delmas pour cette invitation et pour l'opportunité qui m'est faite donc d'évoquer un habitant de l'arrondissement, le poète hongrois Attila József, qui est l'un des représentants les plus importants de la poésie de son pays, sur laquelle son influence n'a d'ailleurs jamais cessé de s'exercer en profondeur. Voici de Lydie le frère cadet, vague parent du seigneur Batoucan, de couvre-pied bleu roi il n'eut jamais, c'est de pain sec qu'il s'est nourri 20 ans, la mort pour prix de ses nombreux poèmes, des chaudrons de Fayot lui cuisina, ohé les bourgeois, ohé prolétaires, Attila József, c'est moi, me voilà. Ainsi se décrit Attila József donc dans l'un de ses poèmes, justement et sobrement intitulé « Présentation ». Je ne connaissais Attila József que par la plaque qui subsiste encore rue du Vieux-Colombier, au numéro 4, avec cette simple inscription. Dans cette maison vécut en 1926 le poète hongrois Attila József, 1905-1937, comme vous pouvez le voir sur cette image. Je m'étais alors étonné de constater qu'il était mort à 32 ans, sans forcément aller plus loin. Le hasard voulut qu'on m'offrit tout récemment un recueil de ses poèmes. Je me suis alors souvenu de cette plaque, de ce poète à la vie brève, de ce prénom de chef barbare, et ai alors découvert une poésie spontanée, engagée, révoltée contre toute forme d'injustice, au souffle proche d'un Arthur Rimbaud. La littérature hongroise est fortement liée à son histoire et à une langue à la fois musicale et riche, qui a nourri une forte tradition poétique depuis le Moyen-Âge. Elle s'acclimate à tous les genres, du symbolisme à l'épopée, en passant par la poésie engagée. À partir des années 1820, une formidable ère de réforme entraîne en Hongrie la transformation bourgeoise d'un pays essentiellement agraire, agricole. Une prise de conscience nationale se dessine. Le hongrois devient langue officielle. On crée aussi l'Académie des sciences, le Théâtre national et l'opéra hongrois. Dans la littérature, on exaltait les valeurs historiques et populaires du pays, un sentiment national fort, mais aussi un certain universalisme. La résistance aux forces assimilatrices, doublée d'une volonté de modernisation du pays, animait déjà la poésie de la plus grande figure du romantisme hongrois, Sándor Petőfi. Poète engagé, exaltant la terre de Hongrie et ses habitants, il n'est pas moins héros de la liberté du monde. La Hongrie a par la suite compté de nombreux grands poètes tout au long de son histoire. André Ady, Mihaly Babits, András Szavecsi, qui, pour beaucoup, ont d'ailleurs entretenu des liens étroits avec la France et Paris en particulier.
Toute l'œuvre d'Attila József, cette autre figure majeure de la littérature hongroise, a été créée entre les deux guerres mondiales. Les difficultés de sa vie, la complexité de son drame humain l'avaient destiné à partager et à chanter le destin à la fois des pauvres de la campagne, des ouvriers de la ville et des intellectuels. Son parcours tortueux le mènera de Budapest à Vienne ainsi qu'à Paris, où il séjournera une petite année dans le quartier latin. Ses études le conduisirent à affronter les problèmes de son temps, au sortir de la Grande Guerre et à l'aube d'une nouvelle. Après le grand renouveau que les lettres hongroises ont connu au début du siècle, l'art de József et de ses contemporains inaugure une nouvelle période. Nourrie à des sources multiples, du folklore magyar à l'avant-garde européenne, son œuvre poétique, encore assez méconnue en France malgré quelques adaptations musicales ou théâtrales récentes ainsi que quelques rééditions, mêle à la fois le réalisme et la réflexion abstraite dans un lyrisme au langage simple, finalement, précis, mais au souffle allant droit au cœur et au nerf. Il faut souligner que ma lecture passe nécessairement par le prisme de la traduction, ne parlant ni ne comprenant moi-même un traître mot de hongrois. Et l'on dit bien souvent que tradutore traditore, soit traduire, c'est trahir. Vous m'excusez donc pour ma prononciation sans doute approximative des noms de personnes et de lieux. Peu importe finalement, il nous incombe aussi de faire cet effort d'imaginer la beauté originelle de l'œuvre, l'essence même de la traduction étant d'installer une certaine proximité, une fraternité même entre les poètes, leurs œuvres et le lecteur, contribuant ainsi à la mise à jour d'une certaine vérité poétique. Nous tâcherons donc ainsi de restituer quelques épisodes, entrecoupés d'extraits de ses œuvres, de la vie de ce poète engagé, singulier et sensible au mal-être chevillé au corps et au cœur, dont le passage parisien et dans notre arrondissement a été, quoique bref, capital pour lui. Attila József est né le 11 avril 1905 à Ferencváros, qu'on peut traduire par la ville de François, du nom de l'empereur d'Autriche. C'est un quartier populaire de Budapest, avec un paysage qui mêle entrepôts, usines, abattoirs et docks, et qui est situé le long du Danube. Il est de religion orthodoxe. Son père, Aaron József, était ouvrier dans l'industrie savonnière et sa mère, Borbála Pócsé, domestique en maison bourgeoise et blanchisseuse, vient d'une famille paysanne. En 1908, Aaron quitte le domicile familial, laissant sa femme sans ressources avec 3 enfants. Attila a en effet 2 sœurs un peu plus âgées, Yolan et Eta. Le père serait retourné en Transylvanie, son pays d'origine, qui était rattaché à la Roumanie. La mère d'Attila tente alors de subvenir aux besoins de la famille en faisant des ménages et en rendant divers services aux habitants du quartier. Toutefois, sa santé est fragile, elle n'a plus les moyens matériels d'élever ses enfants et à peine de quoi payer le loyer de son petit appartement. Attila József est alors confié à l'assistance publique qui le place avec sa sœur Eta dans une famille adoptive de paysans qui vit dans le petit village d'Oxod, en pleine campagne, au sud-est de la Hongrie. Dans sa courte autobiographie, Curriculum Vitae, Attila József raconte « C'est là que je vécus jusqu'à l'âge de 7 ans, je travaillais comme le font en général les enfants, en élevant des porcs. » Cette expérience, une vie pauvre, la séparation d'avec sa mère, va profondément marquer le jeune Attila. Là-bas, les conditions de vie sont difficiles. Son père adoptif ne respectait même pas son prénom et l'appelait Pista, qui est le diminutif d'Istivan, prétextant que le nom d'Attila n'existait pas. Je cite « Cela m'avait stupéfié et j'avais l'impression que l'on mettait en doute mon existence. » Après ses 4 ans passés à la campagne, sa mère le ramène à Budapest et l'inscrit à l'école primaire. Elle continue les ménages qu'elle effectue du matin au soir et laisse le jeune garçon bien souvent livré à lui-même. Dans les ouvrages qu'il lit à l'école, les récits historiques sur Attila le I le passionnent particulièrement. Ce sont ses premiers souvenirs de lecture et une manière pour lui de se réapproprier son identité. Je cite « La découverte des histoires du roi Attila a eu, je crois, une influence décisive sur mon orientation. Et en fin de compte, c'est peut-être pour cela que je me suis tourné vers la littérature, que j'ai appris à réfléchir et que je suis devenu un homme qui écoute les opinions des autres, mais en les passant au crible de sa propre expérience. Un homme qui répond quand on l'appelle Pista, avant d'avoir vérifié ce qu'il pensait au fond de lui-même, à savoir qu'il s'appelle bien Attila. » Son goût pour la lecture se développe rapidement. Il commence à s'intéresser aux romans et à la poésie, notamment à celle d'André Ady, l'un des grands poètes hongrois du début du XXe siècle. Attila a 9 ans lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Il aide sa mère comme il peut, dans un contexte dramatique, en vendant de l'eau devant un cinéma, en fabriquant des jouets ou en volant du charbon et du bois à la gare de Ferencváros. Il redoute particulièrement les agents de police et les contrôleurs, ce qui formera dès cet âge sa crainte de l'autorité et de l'ordre. Après la guerre et l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, naît d'abord l'éphémère République démocratique de Hongrie, vite remplacée par la tout aussi fugace République des Conseils, deuxième gouvernement d'inspiration communiste après la Russie. Ce régime s'inspirait très nettement de l'expérience des conseils ouvriers en Russie, c'était les soviets, et en Allemagne, mais ne dure que 133 jours. Il s'effondre lorsque les forces roumaines, serbes et nationalistes, appuyées par la mission française commandée par le général Berthelot, occupent Budapest le 6 août 1919.
L'amiral Miklós Horthy arrive alors au pouvoir, comme régent de Hongrie. Horthy sera l'homme fort du pays durant toute l'entre-deux-guerres. Il instaure un régime contre-révolutionnaire, conservateur et nationaliste. À cette époque, Attila, 14 ans, se débrouille toujours comme il peut, vendant notamment du pain au café MK à Budapest. Après avoir terminé la 5e année d'école primaire, il suit le cours complémentaire. Il doit malheureusement sécher de nombreux cours pour aller gagner un peu d'argent dont la famille a un impérieux besoin. À l'école, Attila continue à lire, beaucoup et de tout. Des feuilletons dans les journaux, les livres de Jules Verne que lui offre sa sœur aînée qui travaille comme sténo chez un avocat. Il commence également à écrire quelques poèmes à l'âge de 11 ans, qui sont d'abord des plaintes déchirantes sur la misère durement ressentie pendant la guerre, comme l'atteste cet extrait du poème Cher Yoko, destiné à sa sœur. Que je voudrais avoir de quoi pour manger une fois de loi, aller vêtu avec grand soin, m'offrir des flancs pour 5 florins. C'est à cette époque aussi qu'il tente pour la première fois de se donner la mort. Conscient de son sort misérable, obligé de voler, de mentir, il ressent très durement ce qu'il considère déjà comme une fatalité. Il avale de l'amidon qu'il prend pour de la soude caustique et s'en sort finalement. Il tira de cette expérience un texte saisissant, Suicide, avec un point d'interrogation, dans lequel il revient sur son geste. Je cite : « Je poussai un soupir, j'avais affreusement peur. Malgré ma terreur, je ne pensais qu'au spectacle que j'offrais tout à l'heure. Ce spectacle serait d'autant plus effrayant que l'écume sur mes lèvres serait plus fournie. Je ressentais une immense tristesse et j'en serais venu à regretter mon acte si je n'avais pas été dépité de constater que personne ne s'intéressait à mon agonie. » C'est à la toute fin de l'année 1919 que la mère d'Attila József, atteinte d'un fibrome, meurt à l'âge de 43 ans. Son souvenir hantera toujours son fils, qui a écrit à son sujet certains des plus beaux textes de la poésie hongroise. Il se souviendra des sacrifices effectués pour ses enfants, de sa peine au labeur dans le poème Ma mère, plein d'empathie pour elle et plus généralement pour tous ceux qui souffrent. Je cite : « Je la vois tenant son bol à deux mains. Le soir tombait, c'était dimanche. Elle souriait en silence, assise un peu dans la pénombre. C'était ma mère, mince et bientôt morte, car les laveuses meurent jeunes. Leur corps tremble sous les fardeaux, le repassage use la tête. Je la vois finir, le fer à la main, sa taille toujours plus fragile a été brisée par le capital. Pensez-y bien, ô prolétaires. » Les nombreux poèmes évoquant sa mère expriment avec ferveur cet amour premier et jamais remplacé. La thématique de l'orphelin, l'absence du père également, sont des thèmes récurrents dans son œuvre. Pas forcément pour s'en plaindre, mais plutôt pour la revendiquer et s'en enorgueillir. Je cite : « Seul peut devenir un homme celui qui est orphelin de cœur et de corps, qui sait que la vie déposée en lui est un simple supplément à la mort. » Attila et sa jeune sœur sont recueillis, en accord avec les services de l'enfance, par son autre sœur, Jolán, qui a épousé l'avocat pour lequel elle travaillait, qui s'appelait Odon Mackay. Celui-ci ne se montre pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'accueillir les deux adolescents. Au printemps-été 1920, Attila s'embarque comme mousse à bord d'un remorqueur sur le Danube. Sans suivre les cours assidûment, il réussit néanmoins l'examen de 4e année du cours complémentaire. Jolán persuade alors son mari de l'aider à poursuivre ses études. On l'envoie alors en province au séminaire des frères salésiens. Malheureusement, les religieux refusent d'accueillir ce novice, dont la vocation leur semble douteuse et qui, au surplus, appartient à la religion orthodoxe. De retour à Budapest, Attila est alors placé par son beau-frère dans un internat de Mako dans le sud-est du pays. Il y fait bientôt scandale en tombant amoureux de la fille du proviseur et en le proclamant sans discrétion dans un poème que le journal local accepte d'insérer. Ses professeurs lui interdisent alors de publier désormais des vers sans leur autorisation. À la suite de cet épisode, entre déception santé mentale et censure, il avale alors une 60aine de cachets d'aspirine. Cette deuxième tentative de suicide échoue comme la première et Attila, malgré ses bons résultats par ailleurs, est chassé du lycée. Il travaille alors comme ouvrier agricole, payé à la journée, et se fait engager comme précepteur. En 1923, il quitte la province et retourne à Budapest où il travaille dans une librairie, puis une banque et, sur le conseil de deux de ses professeurs qui s'étaient pris d'affection pour lui, passe son baccalauréat, absorbant en 3 mois le programme de 2 années d'études. Attila trouve à la même époque un protecteur qui l'encourage à écrire un autre grand poète hongrois, Gyula Juhász, à qui il a rendu visite à Szeged, au sud de la Hongrie, et qui lui reconnaît un certain talent. Je cite : « La jeunesse de ce poète est chargée de grandes promesses. Si ces promesses sont tenues, ce qui ne dépend pas seulement et pas toujours du poète lui-même, celui-là s'élèvera au rang des meilleurs et des plus authentiques représentants de la poésie hongroise de l'avenir. » Il aide Attila à faire paraître ses premiers poèmes dans des journaux locaux, mais surtout dans la très importante revue littéraire à laquelle il collabore, Nyugat, que l'on peut traduire par Occident, où l'on retrouve aussi le poète avant-gardiste Mihaly Babits et André Ady. Si cette revue connaît une diffusion modeste, son influence est considérable. Elle se caractérise notamment par une grande liberté, une ouverture et une variété de styles qui insufflent un renouveau certain à la littérature hongroise. Politiquement, son engagement est fort.
Elle se situe clairement en opposition à toute forme de conservatisme et de nationalisme. Elle sera également importante dans la diffusion en Hongrie de la psychanalyse, à laquelle Attila József s'intéressera particulièrement. Les poèmes de ce dernier sont appréciés par les critiques, et à sa grande surprise, je cite, « Il me considérait comme un enfant prodige, et pourtant je n'étais qu'un orphelin. » En proie cependant à des angoisses incessantes, il fait une troisième tentative de suicide en se couchant sur les rails près d'une gare, attendant le passage du train. Il est sauvé, entre guillemets, par un ivrogne, un autre homme qui s'est fait écraser un peu plus loin. Il en tirera un poème, Un homme ivre sur les rails, à la fois glaçant et, nous le verrons, prémonitoire. On peut penser, toute proportion gardée, au Rimbaud du Dormeur du Val dans ses premiers vers. Un homme ivre affalé sur le rail. Il serre sa flasque en la main droite, il ronfle. Il dort dans la fraîcheur de l'aube. La nuit s'éloigne sur la route en trottant. Un léger vent nocturne a déjà recouvert ses cheveux mêlés d'ordures et d'herbes folles. Le ciel répand sur lui une rosée divine. Peu après Noël 1922, le premier recueil de poèmes d'Attila József, Le mendiant de la beauté, paraît à Szeged. Il n'a que 17 ans. Son admiration va plutôt à un autre poète, Baudelaire, et à André Hady, traducteur en hongrois de ce dernier, auquel il consacrera d'ailleurs l'un de ses poèmes. Il se sent en sympathie avec tous les grands maudits de l'art, de la poésie ou de la pensée. Il rêve de mourir jeune, d'être une sorte d'étoile filante. Dans ce premier recueil affleure une sensibilité exacerbée, fragile, touchante, les soupirs et émois d'un cœur prêt à se briser, mais aussi la revendication d'un monde juste, la certitude d'une vocation de poète et le goût de la mort. Ces thèmes sont ceux qui jalonneront toute son œuvre. Le poème Fin, F.I.M., de 1922 traduit cet engagement très précoce pour les gens qui souffrent. Tous ces hommes courbés dont la nuque se torde, ils mangent maintenant, poisseux fleurant la merde, leur linge refroidi, la sueur l'entrelarde. Midi, bafferez du pain, allons, passez la gourde, pas de mie et pas de minutes qui se perdent. Et pas plutôt mordu, la faim veut qu'on remorde. Cette conscience pleine de hargne d'un monde en crise, de l'oppression et de la misère, que, rappelons-le, il a pu voir de ses yeux d'enfant dans l'épuisement de sa mère au travail, prendra des formes moins sombres et plus lyriques dans les poèmes de la maturité de la fin des années 20 et du début des années 30. Ces poèmes continuent d'être publiés dans des revues et journaux, ce qui va lui valoir à la fois un début de reconnaissance et de nouveaux ennuis. En 1924, peu après la publication de son poème Le Christ révolté dans la revue Kek Madar, il est poursuivi pour blasphème. Il faut dire que la religion n'était pas une source de franche rigolade en Hongrie à cette époque, loin s'en faut. Condamné à 8 mois de prison et à 200 000 couronnes d'amende, la Cour suprême annule néanmoins cette condamnation et Attila est finalement relâché. C'est à ce moment-là que le jeune homme s'affranchit peu à peu de la religion et se forge une conscience politique. En 1925, il s'inscrit à la faculté des lettres de Szeged pour suivre des études de français, de hongrois et de philosophie. À la fin du semestre, il passe son premier examen avec mention très bien. Il paie le loyer de son modeste appartement avec les honoraires de ses poèmes et souhaite alors poursuivre une carrière de professeur, ce que ses résultats, brillants par ailleurs, semblent lui garantir. Il écrit et publie dans le journal de gauche local des poèmes dont l'un, Cœur pur, lui vaut de nombreux articles dans la presse, mais aussi de nouveaux démêlés avec l'autorité, universitaire cette fois. Et l'un de ses professeurs en particulier, d'ailleurs, Antal Orger, qui déclare qu'il fera tout pour empêcher notre jeune poète d'enseigner dans un établissement public. Il dira, je cite, « À un homme qui écrit de telles choses, nous ne saurions confier l'éducation des générations futures. » Quelques passages ont particulièrement outragé les pontes de l'université. Je cite, « Je n'ai ni père ni mère, rien que je rêve ou j'espère. Je n'ai ni Dieu ni patrie, berceau, cercueil, tendre ami. Je volerai l'âme pure et tuerai, je vous assure. » Avec Palice, Attila répondra d'ailleurs à Orger dans un autre poème, Pour mon anniversaire, je cite à nouveau, « J'entends toujours leurs beaux discours, moi vivant, vous ne pourrez pas être professeur ici-bas, qu'ils ont henni ces culs bénis. Tu jubilais, Antal Orger, que le poète eut son congé, chacun sa joie, chacun sa voix, diplôme ou pas de licencié, j'enseignerai au peuple entier tous les degrés, sans votre gré. » La même année, il fait paraître son deuxième recueil de poèmes, Ce n'est pas moi qui crie. Ces poèmes de jeunesse, déjà très prometteurs et annonçant la suite de son œuvre, sont déjà imprégnés de mort, de ténèbres et de désespoir. Écrit entre 1921 et 1925, Attila a alors entre 16 et 20 ans, il rappelle, comme dans le titre d'un de ses poèmes, L'éternel dépérissement, que, je cite, « Rien sur cette terre n'est éternel, la chenille tombe, l'oiseau aussi, et le siècle ne proteste pas. » À l'automne 1925, Attila s'exile à Vienne où il s'inscrit à l'université. Je cite, « J'avais alors 20 ans, j'allais à Vienne où je m'inscrivis à l'université, je gagnais ma vie en vendant des journaux à l'entrée de la brasserie Rathaus Keller et en faisant le ménage à l'Académie hongroise de Vienne. Le directeur de l'université prend sur lui de l'aider à améliorer sa situation matérielle en lui présentant des élèves de la haute société pour quelques cours à domicile. Il fréquente alors la communauté hongroise installée dans la capitale autrichienne. Il se lie d'amitié avec le poète Lajos Kaszák qui dirige la revue d'avant-garde Ma, dans laquelle il publie avec l'écrivain Andor Németh, l'un de ses amis proches, ou encore le philosophe György Lukács.
Il rencontre aussi un mécène en exil, le baron Laios Advani, qui fut l'ami d'André Hadi. Attila est invité à séjourner au château des Advani durant l'été 1926, où il mène une vie agréable. Il sait néanmoins s'attirer les bonnes grâces de la maîtresse de maison, Madame Albert Hirsch, qui s'institue comme sa protectrice. Celle-ci va lui permettre, en septembre 1926, de réaliser l'un de ses grands rêves, aller vivre à Paris. S'il y a une ville qui se prête à la poésie, c'est bien la ville Lumière. Un autre grand poète hongrois, engagé dans la voie du socialisme, André Hadi, avait déjà vécu à Paris, et c'est bien dans les pas de cet auteur qu'il admire depuis l'enfance et l'adolescence, comme nous l'avons vu, que veut se placer Attila Joseph. André Hadi, né en 1877 et mort en 1919, a lui aussi séjourné dans le 6e arrondissement, aux 3 rue Casimir de la Vigne, près du théâtre de l'Odéon. Subsiste à cet endroit une plaque érigée par le comité franco-hongrois en 1956 qui lui rend hommage. Celle-ci porte d'ailleurs la très jolie inscription dénotant l'amour inconditionnel d'Hadi pour la capitale. Paris est planté dans mon cœur. Ce poète hongrois est considéré comme un véritable révolutionnaire en littérature. Il est fondamentalement un héritier de Baudelaire et de Verlaine. Comme tous les symbolistes, il cherche à établir une relation entre le matériel et le spirituel, mais il déchiffre aussi les signes envoyés par la ville, les sons, les couleurs, les odeurs, parle de la Hongrie, de Dieu, tout cela mêlé. Il rompt avec la tradition poétique hongroise, héritière de l'œuvre du poète national évoqué tout à l'heure, Sándor Petőfi, et il sera violemment critiqué pour son cruel manque de patriotisme. Il est le poète du renouveau et du progrès, le chantre de la modernisation et de l'avant-garde. C'est par amour que le jeune André a entrepris son premier voyage parisien. Il devait y retrouver son amante, Adèle Brûle, dite Léda, elle-même déjà mariée, qu'il célèbre dans ses poèmes, mais la déception amoureuse sera au rendez-vous. De ces 7 voyages à Paris, effectués entre 1904 et 1911, Hadi en retient une civilisation grandiose et l'héritage baudelairien. Selon lui, Paris est, je cite, une ville sacrée de beaux émerveillements et contraste avec Budapest, là je cite encore aussi, ville malédiction, capitale d'un pays, cimetière des âmes. Il a cherché et a trouvé en Paris une ville propice à la création, dans une république bien plus libérale que ne l'était son propre pays à l'époque. Voici l'extrait d'un poème intitulé Paris mon maquis que livre André Hadi sur notre capitale. Je fais halte, haletant, ô Paris, Paris, broussailles humaines, fourrés géants. La horde de sbires du Danube braillard, on peut la lancer après moi. La Seine m'attend, le maquis m'est abri. Revenons à Attila Joseph. Paris va également jouer un rôle primordial dans son œuvre. Il habite d'abord une chambre d'hôtel misérable au 10 rue de la Huchette, qu'il partage avec un écrivain autrichien, Suchny, dont il a fait la connaissance à Vienne dans les milieux de l'émigration hongroise. Après la vie de château chez les Advani, il se retrouve à nouveau plongé dans l'indigence et, en plein quartier latin, connaît la vie précaire de beaucoup de jeunes immigrés de l'Est dénués de revenus suffisants et réguliers. L'hôtel accueille d'ailleurs, outre des Hongrois, des Roumains, des Serbes, des Bulgares ou des Tchèques. En Hongrie, Attila avait rêvé de Paris, qui avait été la Mecque d'André Hadi. Mais ses premières impressions, comme il l'écrit à sa sœur, sont teintées d'une légère déception. Son maigre pécule s'est évanoui en quelques jours, il n'obtient pas l'aide qu'il avait espérée pour ses études. Pendant 4 semaines, il n'écrivait pas un mot, dit sa sœur. Nous ne savions même pas son adresse. Après quelques semaines rue de la Huchette, il déménage au numéro 4 de la rue du Vieux-Colombier, dans le 6e arrondissement. À cet endroit se situait jusqu'à la Révolution le couvent des filles de Notre-Dame de la Miséricorde, un grand couvent qui s'étendait jusqu'à la rue Cassette. Supprimé à la Révolution puis vendu, le couvent devint ensuite le siège de loges maçonniques au début du 19e siècle. De nombreuses transformations affectèrent alors ce secteur jusqu'à ce que les travaux haussmanniens ne viennent tout raser de ce qui s'élevait le long du côté des numéros pairs de cette rue. Aux difficultés économiques d'Attila s'en ajoute une autre, non moins pénible. Il croyait posséder quelques notions de français, héritées de ses souvenirs de la faculté à Budapest, qu'il n'aurait, pensait-il, qu'à développer. Or, il s'aperçoit qu'il lui est impossible de se faire comprendre. Il se jette à corps perdu dans l'étude de notre langue, et il a découvert pour cela une méthode qu'il croit infaillible, apprendre le dictionnaire de A à Z. Je cite, « Je sais déjà par cœur les 40 premières pages du dictionnaire, que je n'étudie que depuis 4 jours. En attendant, j'essaie de lire des poèmes surréalistes et aussi classiques pour retrouver les mots du dictionnaire dans leur rapport vivant. » Attila Joseph tire une certaine fierté de son aptitude à absorber le français, même si les biographes rappellent qu'il est surtout soucieux de prouver à son protecteur, à sa sœur et à son beau-frère, qui financent son séjour à Paris, le progrès régulier de son apprentissage. À Paris, il découvre le surréalisme, François Villon aussi, dont il sera le plus fervent et le plus convaincu introducteur en Hongrie, et le marxisme. Il fréquente la rive gauche et apprend à connaître les procédés de l'écriture automatique. Il discute avec les surréalistes et fait également la connaissance de Tristan Tzara. Inscrit à la faculté des lettres de la Sorbonne, et son existence parisienne est celle d'un étudiant pauvre qui vit, je cite, de lait, de fromage et de poèmes. De ses études ambitieuses à la Sorbonne, dont témoigne son livret universitaire que vous avez à l'écran, il retiendra essentiellement et particulièrement François Villon. Une maladie d'estomac provoquée par les jeûnes prolongés et aussi très probablement par son état nerveux
le fait de plus en plus souffrir. Au cours d'une crise de neurasthénie, il tente de se suicider à l'hôtel du Vatican. Il se rate encore une fois et se replonge alors dans ses travaux littéraires, notamment dans ses traductions de poèmes de Villon. Il écrit peu de poèmes et lorsqu'il y parvient, il détruit au fur et à mesure à peu près toute sa production car il y a une exigence impitoyable envers lui-même. Je cite « J'écris désormais mes poèmes avec le même sérieux que je mettrais à commander le feu d'un peloton d'exécution ou à conduire une voiture au milieu d'une foule de manifestants », écrit-il à un ami hongrois de Vienne. Attila Joseph construit à Paris sa vision du monde, pas exclusivement de manière savante, mais surtout en tant qu'individu, avec le recul propice de l'éloignement de son pays. Son intérêt marqué pour le politique et le social, s'il est lié à sa jeunesse difficile, se traduit en France par son adhésion à l'Union anarchiste communiste, désormais gagnée aux idées du révolutionnaire ukrainien Nestor Makhno, exilé après avoir échoué à lutter à la fois contre les tsaristes et contre les bolcheviks. Cet intérêt pour la politique et la peinture sociale se poursuivra en Hongrie par la publication de Nuit des faubourgs en 1932, dont la forme s'inspirera précisément des ballades de Villon. On le voit, c'est a posteriori qu'Attila Joseph tirera profit de son bref séjour en France. Pour l'heure, c'est un étudiant plutôt pauvre, mais insouciant, comme presque tous les autres, y compris dans son engagement politique. Son centre de gravité se situe entre le quartier latin et Montparnasse. Il fréquente les cafés célèbres, tels le Dôme ou la Closerie des Lilas, et comme a dit avant lui, fouille les étals des bouquinistes des bords de Seine. Il décrit la vie parisienne dans le poème Carte postale de Paris. Je ne résiste pas au plaisir de vous en faire lecture. Le patron, il est au plumard. Les Bertha s'appellent Jeannette. Même chez le coiffeur s'achètent des bougies et des épinards. Sur le boule-miche, 60 femmes à poil chantent vers le ciel. Mais où il fait froid et d'où pour 100 sous, tu vois d'en haut, c'est Notre-Dame. La tour Eiffel met tête en bas quand la nuit fait ouate autour d'elle. Le flic embrasse les donzelles. De siège dans les water, pas. Attila approfondit par ailleurs ses études marxistes, lit les grands classiques du mouvement ouvrier, analyse le Capital et se plonge dans Lénine, qui s'est peut-être assis à la rotonde sur la chaise où il va lui-même s'asseoir régulièrement. Les lettres qu'il envoie de Paris montrent qu'il est désormais imprégné de culture marxiste. Tout cela, évidemment, n'est pas pour faire avancer ses études de lettres en Sorbonne. Mais il regarde de plus en plus le monde des hommes, s'intéresse de plus en plus à leur destin. L'influence de Villon est très grande, non qu'il cherche véritablement à l'imiter, mais il trouve dans son œuvre de quoi justifier son besoin de mettre dans sa propre poésie toute cette réalité populaire, ce tableau de la société qu'il cherche sans cesse à retranscrire. Il évoque les débardeurs intrépides, le pain sec, les étables de porc, etc., sans pour autant se déshabiller de la culture, sans pour autant non plus, à l'instar d'un Louis-Ferdinand Céline, à être, je cite, un ingénieur des féeries. Le surréalisme l'influence également, mais seulement dans la mesure où il y trouve une confirmation de ce qu'il avait toujours pensé, que le poète ne doit pas avoir peur de son inconscient et s'en servir même pour créer. Attila ne sera jamais un vrai surréaliste. Il est trop ancré dans la réalité et son attachement viscéral à la terre, à la souffrance des hommes et des femmes, lui serait apparu trop en contradiction avec l'acceptation de tout ce qui fait l'essence du mouvement. Il sort néanmoins de son compagnonnage surréaliste, sans doute plus libre et plus audacieux qu'il ne l'était encore. En 1927, il fait paraître dans le numéro de février de la revue française L'Esprit Nouveau son poème « Ombre palote sous la peau », écrit directement en français et dont il donnera plus tard en hongrois une autre version. En voici quelques extraits. « Un lion transparent loge entre ces murs noirs. En mon cœur, quand je t'aborde, je porte habit bien repassé. Plutôt que de penser à toi, mieux vaut conduire à bien ma besogne, et toi tu danses. Je n'ai pas une miette de pain, mais j'ai longtemps encore à vivre. » Après un séjour en été au bord de la Méditerranée, à Cagnes-sur-Mer, Attila rentre à Budapest où il s'inscrit à l'université. Il a retrouvé son pays plus misérable qu'il ne l'avait quitté, le fascisme est sur le point de triompher. L'ordre moral y règne, la pensée y est asservie. Les paysans émigrent, les chômeurs grondent, ceux qui ont du travail tremblent de le perdre. Attila se garde de se présenter à ses examens de professorat ayant toujours en tête la menace de son ancien maître, Antalorger, et persuadé en conséquence de n'y jamais obtenir de poste. Il a obtenu un petit emploi dans un bureau à l'Institut du commerce extérieur, où il est chargé de la correspondance en français. Il le doit aux parents d'une jeune fille issue d'un milieu aisé, Martha Vago, dont il est tombé éperdument amoureux et qu'il voudrait épouser. Cependant, malgré la réciprocité affichée des sentiments, les parents de la jeune femme rechignent à voir leur fille s'enticher d'un poète désargenté. Je cite « Je mépris d'une fille fortunée, mais par sa classe, elle me fut ravie », écrit-il dans le poème « Toi qui te consumes ». La rupture est inévitable, ce qui va entraîner une nouvelle crise nerveuse pour Attila. Quelques mois passent, il travaille alors toujours à l'Institut du commerce extérieur, mais, dépressif, il doit renoncer à son emploi pour entrer en clinique. Rétabli, il décide alors de vivre de sa plume et travaille à un nouveau recueil, Ni père ni mère, qui paraît en février 1929, très inspiré là aussi par la poésie de Villon. L'ouvrage passe relativement inaperçu et notre poète va en concevoir beaucoup de ressentiments, notamment contre les critiques et directeurs de des revues.
En 1930, il publie même un pamphlet dirigé contre Mihaly Babitz, l'un des directeurs de Newgate. Après une brouille suite à ce texte, ces deux hommes renoueront des liens plus amicaux quelques années plus tard. Ces années charnières, entre 1929 et 1930, sont aussi celles de la grande crise du capitalisme de l'entre-deux-guerres. Le mouvement ouvrier, brisé par les répressions de 1919, sort de son sommeil et s'organise. Une grande manifestation a lieu le 1er septembre 1930 à Budapest. À cette occasion, Attila József écrit le poème La Foule, peinture de cet événement qui l'a fortement impressionné. Du travail et du pain, la foule déferle, la foule est une immense forêt qui s'écoule. Si elle s'arrête, le sang jaillit de ses racines. Ses pieds, ses mains sont des terres fertiles. Vivent les ouvriers et les paysans. De l'astuce bourgeoise, ils déjoueront les plans. Des millions de pieds la mettront sur le flanc. Ô est la foule, en avant, en avant. Attila se rapproche du parti des communistes de Hongrie, clandestin à l'époque depuis la révolution de 1919. De plus en plus, le poète intègre dans ses vers le monde réel qui l'entoure, l'oppresse et qu'il veut voir changer. Le romancier Arthur Koestler, qu'il a connu, raconte dans son autobiographie Hiéroglyphe qu'Attila József était, je cite, capable de parler jusqu'à 3 ou 4 heures du matin sur quelques décrets obscurs de la Commune, celle de Paris en 1871 ou celle de Budapest en 1919, et que ce maigre homme aux traits réguliers détesterait Staline, se montrant querelleur, opiniâtre et difficile à supporter, comme la plupart des génies. C'est à cette époque également qu'Attila József rencontre Judith Santo, elle aussi militante communiste, qui deviendra sa compagne. Comme le souligne joliment le poète et éditeur Francis Combes à son propos, à l'engagement politique se mêle sans doute désormais alors celui du cœur. En 1931 paraît son recueil « À bas les chaînes mais sans murmure », qui contient des poèmes de plus en plus imprégnés de l'élan révolutionnaire qui l'anime. La traduction de la ballade de la grosse Margot de Villon lui attire à nouveau des tracas. La police fait saisir le recueil et le parquet engage des poursuites contre Attila et ses éditeurs pour excitation de la classe ouvrière à la haine et pour attentat à la pudeur. Parallèlement, pour se sortir de ses crises nerveuses, il entame une psychanalyse, malgré son manque d'argent. Il échange en réalité des services de réécriture d'articles scientifiques du praticien qui le suit contre la gratuité des séances. Il espère alors sans doute trouver une solution à son mal de vivre. Ses psychanalystes successifs vont lui faire douloureusement revivre son enfance passée dans la misère à Budapest. Il suivra ainsi 3 cures de psychanalyse et sera le traducteur du médecin et psychiatre autrichien Wilhelm Reich. Malgré cela, il est en proie à de nombreuses crises mentales et d'épisodes dépressifs dévastateurs. Il doit d'ailleurs être hospitalisé à plusieurs reprises et sera diagnostiqué schizophrène. En septembre 1932, Gyula Gombos, devenu Premier ministre en Hongrie, cherche à faire évoluer vers le fascisme le régime pourtant déjà bien autoritaire instauré par Miklós Horthy. La menace du fascisme grandissant va renforcer l'engagement d'Attila József. Cela se ressent d'ailleurs dans sa poésie, malgré de nombreux désaccords avec la ligne officielle du Parti communiste. Il se voit ainsi traité de social-fasciste par la revue littéraire communiste des émigrés hongrois de Moscou. En 1932, il est inculpé pour avoir, à travers l'édition d'un tract, protesté contre l'exécution de 2 militants communistes, Imre Szalay et Sándor Fürst. Il est vite relaxé, le président du tribunal chargé de le juger s'étant pris de passion pour le texte incriminé écrit par notre poète. Attila est d'ailleurs exclu du parti en 1933. Dans un ouvrage d'entretien publié à la veille de la dissolution officielle de l'Union soviétique, le journaliste François Fechtot, ami du poète, en détaillera les motifs. Le parti n'accepta pas les accusations de sectarisme formulées par József à son endroit, partisan qu'il était, lui, d'un front uni avec les sociodémocrates, sur le modèle naissant du Front populaire en France, afin d'entraver la percée fasciste aux élections. On lui reproche en outre son attachement au folklore hongrois, ses poèmes jugés pour certains d'entre eux contre-révolutionnaires. On ira jusqu'à le traiter de fasciste au sein de son propre camp. La revue qu'il fonde en 1932, Valóság, qu'on peut traduire par réalité, est dénoncée par des intellectuels du Parti communiste comme une entreprise visant à détruire le mouvement révolutionnaire de l'intérieur, quand bien même ses véritables opposants politiques, de droite et conservateurs, voient toujours en lui un dangereux prolétarien. Au lendemain de l'exaltation révolutionnaire, à l'ombre de la menace fasciste, son art atteint tout de même sa plénitude et sa maturité. Son engagement a clairement donné une nouvelle dimension à sa poésie, je cite à nouveau Francis Combes. Lui qui avait déjà depuis longtemps clairement conscience d'appartenir au clan des pauvres, nourrit maintenant ses écrits de ses convictions révolutionnaires. Les recueils Nuit des faubourgs, écrits en 1932, et Danse de l'ours en 1934, se caractérisent ainsi par une mise à nu implacable de la réalité, avec des poèmes au nom qui ne laissent aucun doute sur leur aspect engagé, socialiste, le profit pour les capitalistes ou encore ouvrier. Dans le poème Nuit du faubourg, il dénonce l'horreur des vies broyées par les machines et l'industrie. Cimenterie, atelier mécanique, fonderie de minerais, autant de caveaux de famille qui résonnent, gardant tous les secrets d'une résurrection sans joie pour personne. Montrer les enfers psychologiques et physiques de l'humiliation et de la misère, aussi bien que le monde des usines et les beautés d'un paysage, tel est alors le but du poète.
La réorganisation de ces éléments aboutit à ce qu'il considère comme, je cite, la réalité maîtrisée par l'inspiration. Au nom de son idéal, l'humanisme socialiste, il s'opposera jusqu'à sa mort à toute forme de fascisme. Mais en dehors même de ses poèmes proprement politiques, le besoin idéologique de saisir les lois anime jusqu'à ses plus tendres confidences lyriques. Ainsi, dans Ode, expression saisissante de l'amour matérialiste, je cite « Je t'aime comme l'enfant aime sa mère, comme les cavernes aiment les profondeurs. Je t'aime comme les salles aiment la lumière, l'esprit, la flamme et le corps, le repos réparateur. » La danse de l'ours est accueillie assez froidement par la critique et la neurasthénie chronique du poète s'en accroît d'autant. Sur le plan matériel, la situation d'Attila s'est quelque peu améliorée. Il fonde avec Palignotus et François Fechtot une nouvelle revue, Zepso, qui signifie argument, qui lui permet de vivre à peu près décemment. Il n'en va pas de même de sa santé morale et la psychanalyse ne peut plus grand-chose pour lui. Il tombe toutefois amoureux d'une jeune psychanalyste, Edith, à qui il adresse le poème « Tu as refait de moi cet enfant », qui est comme une illustration concrète des thèmes freudiens. Je cite « Nourris-moi car j'ai faim, borde-moi car je gèle, vois comme je suis bête, occupe-toi de moi, ton absence est un courant d'air qui me flagelle, la peur me quittera si tu lui parles, toi. » Vers 1934, la névrose, les injustices subies, le dénuement pèsent terriblement sur Attila Joseph. Ils rompt définitivement avec Judith, mais l'amour qu'il voue à Édith n'est malheureusement pas partagé, elle en qui il voit la femme, mère, épouse, sœur et déesse qu'il a cherchée durant toute sa vie. Celle-ci en aime un autre, elle se fiance avec un journaliste. Quand Attila l'apprend, il se rue sur son rival et tente de le tuer. Il sombre ensuite dans une nouvelle dépression. Il faut à nouveau l'hospitaliser. Sa santé physique comme mentale vacille dangereusement et les traitements sont à la fois inefficaces et coûteux. Dans son dernier recueil, Cela fait mal, écrit publié en 1936, il exprime violemment son désespoir par l'acte poétique, notamment envers Édith. Qu'un insecte marche dans tes yeux, qu'une moisissure de velours verdâtre soit le duvet de tes seins, broie tes dents, avale ta langue. Au temps où la menace de la guerre se précise, il lui reste assez d'énergie pour s'opposer à l'égarement de la raison et aux instincts agressifs. Il crée ainsi un puissant lyrisme antifascisme dans ses derniers poèmes. Je cite « Du fond des temps, un rat porte la peste », c'est aussi le titre du poème. « Du fond des temps, un rat porte la peste. De la pensée obscure, et le voici qui mord dans les plats préparés par nous et les infeste, et va d'un homme à l'autre, et court encore. Il pousse l'ivrogne à ne penser guère, son chagrin noyé dans le fond du vin, que ce qui l'avalent est la soupe claire des malheureux dont on a pris le bien. » Il décide alors de passer plusieurs mois en province, dans une maison appartenant à ses sœurs, au bord du lac Balaton. Il y compose l'un de ses plus grands poèmes, Éveil, qui sonne là encore comme un funeste présage. À l'intérieur est la souffrance, mais au dehors est sa raison. Ta blessure est ce monde ardent, mais l'âme en fièvre ta lésion. Le rebelle reste en prison, la liberté vient seulement si tu bâtis une maison sans propriétaire dedans. C'est tout près des rails que j'habite, près du va-et-vient permanent des vitres de ces trains en fuite, dans le vent nocturne ondoyant. Dans la nuit éternellement, foncent les jours qui se font ensuite. Dans chacun de ces compartiments, c'est moi qui m'accoude et médite. 1937 est une année très féconde pour sa poésie et sa vie littéraire. En janvier, sa revue, Zepso, invite l'écrivain allemand Thomas Mann à faire une conférence à Budapest. À cette occasion, Attila écrit un poème en son honneur, mais la police l'empêche d'en faire lecture en public. En février, il fait la connaissance de Flora Kozmutsa, son dernier et plus grand amour, qui lui donne un élan ultime pour dresser le bilan de ses interrogations et de ses certitudes. Il lui dédiera quelques-uns de ses plus beaux poèmes, fragiles comme du cristal, tel ce poème portant le nom de sa bien-aimée. Comme le paysan a besoin de sa terre, de pluie et de soleil, moi j'ai besoin de toi. Besoin comme la plante a besoin de lumière, du ver qui la fera s'épanouir sur soi. Besoin de toi comme la masse qui travaille a besoin de travail et de pain de liberté. Besoin de réconfort quand on vient la mater, ça l'avenir encore à peine s'entrebâille. Puis son état de santé empire malgré quelques moments de lucidité. Sa neurasthénie ne lui laisse que très peu de répit. Il entre à nouveau en clinique en juillet pour n'en sortir qu'en novembre. Le 2 décembre, il reçoit quelques amis et écrit à son médecin une lettre dans laquelle il confiait, je cite, « Cher docteur, je vous salue avec beaucoup d'affection, c'est en vain que vous avez tenté l'impossible. » Le jour suivant, il commence un poème qu'il intitule « Mes amis » en forme de testament. Je cite à nouveau, « Mes chers amis qui pensez encore à ce fou, c'est à vous que j'écris au coin du foyer où je me blottis pour me réchauffer, me souvenir de vous. Car la tristesse qui ne se dissout que lentement s'est mêlée en moi au froid de la nuit de novembre. Souvenez-vous de moi, vous aussi, et pas seulement en vous moquant, de moi qui ai vécu parmi vous et que jadis vous aimiez. » Le soir du 3 décembre 1937, il se lève pour sortir prendre l'air après avoir joué une dernière fois avec les enfants de sa sœur, et tel, il se dirige vers la gare du village. Un train de marchandises se tient à l'arrêt. Lorsque celui-ci se mettra en marche, Attila Joseph réussira enfin ce qu'il tentait depuis son enfance, ne plus être de ce monde-ci.
Attila Joseph avait 32 ans et la Hongrie vient alors de perdre l'un de ses poètes les plus talentueux. Arthur Koestler tenait Attila Joseph pour le plus grand poète lyrique de son temps. En 2005, il a été désigné selon l'UNESCO comme poète de l'année mondiale. Comme beaucoup d'autres écrivains, son héritage a été exploité par le régime communiste hongrois dans l'immédiate après-guerre qui l'a dépeint comme le héros du prolétariat, réécrivant sa vie en hagiographie et gommant les démêlés et la rupture qu'il avait avec le parti. À la fois orphelin, génie de la poésie, fragile, au destin tragique, communiste engagé, homme libre, il a rarement emporté l'adhésion de tous, jusque même dans son propre camp. Poète de la misère, celle qu'il a connue, mais aussi celle de tous les hommes, exaltant le désespoir de vivre et l'amour de la vie, c'est entre ses poèmes les plus désespérés que s'intercalent des odes à l'amour comme une tentative désespérée de croire encore et malgré tout en l'homme, en un avenir meilleur et en un bonheur possible. La dimension musicale de la poésie d'Attila Joseph se trouve confirmée dans l'admiration que lui vouait Béla Bartók et réciproquement. Il se réjouissait d'avoir été considéré par Bartók lui-même comme son équivalent en poésie. Le recueil, et le poème d'ailleurs, La danse de l'ours, écrit en 1933, s'inspire de l'œuvre éponyme de Bartók. Par ailleurs, plusieurs compositeurs ont adapté ou se sont inspirés de l'œuvre de notre poète. György Ligeti, avec 3 pièces pour piano, et György Kurtág, avec des œuvres vocales, 2 compositeurs hongrois, eux-mêmes disciples de Bartók. Actuellement, une statue d'Attila Joseph, exécutée par Marton László, surplombe le Danube, juste à côté du Parlement hongrois. Assis sur les marches, le poète regarde la rivière. Un manteau froissé gît à ses pieds, possible référence à l'un de ses poèmes, Les Herbes jaunes, dans lequel il comparait son pays à un manteau dépenaillé. Une image symbolique forte si l'on considère la proximité de la statue avec les grandes institutions et monuments de la nation hongroise. Cette statue se réfère surtout à un autre de ses poèmes, l'un des plus beaux, Le long du Danube, par quelques extraits duquel je conclurai cette conférence. Songeant à ma vie, à peine je remarquais la surface en rumeur et le fond si muet, comme si dans mon cœur il frayait son passage, le Danube roulait, immense, trouble et sage. Voilà comment je suis, il y a 100 000 ans, que je regarde ce que soudain j'aperçois, une seconde. Et là j'ai tout entier le temps que mes 100 000 aïeux contemplent avec moi. Je vois ce qu'ils n'ont pu voir, car pour eux piocher, mettre à mort, embrasser, créer, c'était la loi. Mais eux, plongés au sein de la matière, ils voient ce que moi je n'aperçois pas pour dire vrai. Nous nous connaissons comme la joie et la peine, le passé est à moi, le présent leur revient. Nous écrivons ces vers et ma plume, ils la tiennent. Je suis sensible à leur présence et me souviens. Les longs flots du Danube, enlaceurs volutes qui sont présents, passés et à venir mêlés. Le long combat que tous mes ancêtres menèrent, dans la mémoire prend un air presque serein. Je vous remercie de votre attention. Voilà, vous voulez reprendre la place? Très bien. Merci David pour cette évocation de ce poète. Évidemment, c'est pour nous tous une découverte. Un poète maudit, je crois qu'on peut le dire, bien qu'il soit postérieur, si je puis dire quand même, à ce Rimbaud et oui, ce qu'il y a dans quelques extraits que vous avez cités. On voit par exemple, c'est vrai que vous avez dit, il y en a un qui se ressemble un peu au Dormeur du Val, et c'est très proche, on voit qu'il y a l'inspiration. Il n'y a pas eu tout de suite l'inspiration. Oui. Ses premiers émois, c'est vraiment Baudelaire. Il découvre effectivement Rimbaud, mais étonnamment, sur ce poème, apparemment, c'est pas une influence directe de Rimbaud. Oui. C'est ça que je trouvais assez fascinant, c'est qu'il dit lui-même que pour ce poème-là, il n'avait pas encore lu Rimbaud et qu'il découvre ça plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte connivence. Et alors, moi, il y a une question que je me posais, c'est que donc, il est mort jeune, il est mort tôt. Vous ne nous avez pas dit comment il est mort, si? Alors, suicide. Oui, c'est sur les rails. Voilà, c'est sur les rails. Mais la question que je me pose, pendant la période, bon, il y a eu l'entre-deux-guerres, il y a eu, avec la dictature de, comment il s'appelle, d'Orty, c'est ça. Ensuite, donc, il y a eu la guerre, avec l'invasion, l'occupation allemande, etc. Est-ce que là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort avant la guerre. Il est mort avant. Non, ce que j'ai mal formulé. Comment, à cette époque-là, sa poésie a été reçue, continuée, occultée, etc. Justement, enfin, le problème avec lui, c'est qu'il a rompu avec le Parti communiste. Oui. Il était aussi détesté du régime. Donc, du coup, c'est vrai qu'il était plutôt
il a été récupéré après par Non, les mais communistes. Mais avant… Non, mais avant, pendant la guerre, les nazis ont dû le… Il y avait une avant-garde et une jeunesse hongroise qui était quand même assez férue de poésie, de littérature. Et effectivement, à travers Nyogat, notamment cette revue avant-gardiste très populaire, il a été bien diffusé par cet intermédiaire-là. Ces recueils de poèmes ne se sont pas très très bien vendus. Il arrivait quand même à en vivre un tout petit peu. Oui, c'est ce que… Ça lui suffisait à peine, mais il a tout le temps vécu par ailleurs. Donc en fait, de son vivant, il a une résonance dans un milieu assez avant-gardiste et voilà, au sein du parti, avant qu'il rompe avec le Parti communiste, il avait quand même il était représentant un petit peu de cette poésie exaltant le prolétariat. Mais après, effectivement, après 1933-34, il a de plus en plus de mal, on compte pas mal d'écrivains, il a quand même une petite notoriété littéraire, hein, ça reste quand même le petit génie de la littérature hongroise à l'époque, il est protégé par les grands écrivains de l'époque, mais ces poèmes ont été reçus de manière assez mauvaise, et puis on diffusait très peu, à l'époque le régime était très autoritaire, donc les poèmes ne sortaient pas comme ça, et c'était vraiment, ça se passait sous le coude, hein, c'était pas très très diffusé à l'époque. Mais après, il a vraiment une résonance. On a redécouvert Attila József après guerre, le Parti communiste hongrois. Oui, alors, le Parti communiste hongrois, à ce moment-là, l'a promu. Voilà. Donc, à Budapest, il y a non seulement ces statues, mais il y en a en ville. Il y a des bustes, il y a énormément de choses en fait, qui rappellent Attila József, qui rappellent la mémoire d'Attila József. Voilà, pas que, mais vraiment Budapest, c'est la ville où. Alors là, cette statue, elle est particulière, hein, celle qu'on voit encore à l'écran. C'est vraiment cette résonance elle est tout près du Parlement. En fait, il faut voir que le Parlement est au bord du Danube. Et en fait, c'est entre le Danube et le Parlement. Donc, il y a un côté très ironique à voir Attila József avec ce manteau où il comparait la Hongrie, dans zone cétoise, justement, à un manteau dépenaillé, un pays qui se désagrège quelque part. Et de voir cette statue toujours là, voilà, surtout à l'époque de Viktor Orban, de voir cette statue d'Attila József. Oui. Alors, justement, je voudrais justement terminer aussi une question sur la statue. Oui. Parce qu'elle est de qui? Elle date de quand? Parce que devant l'Institut hongrois, il y a la dame au chapeau. Oui. Voilà. Alors, c'est très proche. Hein. Écoutez, je ne sais pas qui est l'auteur de la statue. Moi, ça m'y a fait penser. Ça s'appelle Morton Laszlo. Martin Laszlo, est-ce que c'est ce… Oui, on va vérifier. Il faut demander. Effectivement, je ne me suis pas renseigné, je vous avoue. Je l'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps. En plus, ce poète, je ne le connaissais pas du tout. Hein. Je connaissais son nom, j'étais passé dans la rue, comme vous disiez, je le connaissais très peu. Et c'est un peu comme cette statue devant l'Institut hongrois, à laquelle je suis passé non pas des dizaines, mais des centaines de fois pour fréquenter le quartier très régulièrement. Mais voilà, elle m'a toujours intrigué, cette femme, un peu comme ce poète, la plaque était assez évocatrice d'un décès très précoce. Pourquoi à cet âge-là? Et c'est vrai qu'en ayant ce recueil entre les mains, j'ai redécouvert ce poète, du coup je me suis renseigné un peu, et voilà, ça a donné un peu lieu à cette évocation, voilà, qui est imparfaite évidemment, parce que je ne suis pas un spécialiste de cet auteur. Mais voilà, j'espère que ça aura donné en tout cas envie de le lire, de le relire peut-être pour certains. Il y a beaucoup d'œuvres aussi qui ont, voilà, des œuvres musicales. Il y a une chanson d'un chanteur hollandais qui s'appelle Dick Nogam aussi, qui a fait une très belle chanson sur Attila József. Voilà, c'est un poète qui vante un peu ce poète maudit. Il y a des adaptations théâtrales. 2000 avant aussi, il y a fait un spectacle autour d'Attila József. Enfin, voilà, c'est un poète qui a encore une actualité parmi les artistes actuels. Il y a encore une résonance. Et je pense que c'est parce que sa poésie est extrêmement sensible. C'est quelque chose qui touche au nerf, qui touche au cœur, vraiment. Oui. Des choses, vraiment. C'est une dimension un peu désespérée, enfin, tout un derrière-fond d'une vie tragique, en quelque sorte. Et non, donc une fois de plus, on a la démonstration de la richesse particulière de la vie du quartier, de l'arrondissement dans l'entre-deux-guerres. Bon, bien sûr, il y a Montparnasse, etc. Aujourd'hui, un peu Saint-Germain-des-Prés a eu un peu tendance à effacer, c'est vrai. Mais donc, il ne faut pas qu'on oublie que l'entre-deux-guerres a été une période intense. Oui, pour le quartier Montparnasse, notamment. Enfin,
l'entre-deux-guerres. Oui, mais pas seulement les peintres. Hein. Et pas seulement les peintres. Il y a eu des quantités. Il y a beaucoup d'art, enfin, beaucoup d'autres aussi. Oui, alors Hemingway, c'était un peu plus tard, mais ça continuait. Mais bon, voilà, ça s'est prolongé après, dans les années 50. Mais c'est vrai que, voilà, ces années 20-30, et beaucoup de gens de l'Est. Alors, oui. j'ai remarqué cette plaque d'Andréadi aussi. Alors, là, je vous rends hommage à une dame qui était la compagne de Maurice Carême, qui s'appelait Janine Mully, oui. Que vous connaissez peut-être au moins de nom, qui est décédée très récemment, en fait, et qui avait évoqué aussi avec moi, je n'en ai pas parlé en introduction, qui avait évoqué avec moi les poètes hongrois à Paris. Ah oui. Et elle avait parlé d'Attila Joseph et d'Andréadi. Je m'en souviens maintenant. C'est vrai que je n'ai pas évoqué là, mais cette dame qui est morte il y a très peu de temps et qui était la compagne, plutôt la secrétaire, en tout cas, même si je crois la compagne de Maurice Carême, qui venait à toutes les réunions de maisons d'écrivains, enfin, qui était passionnée, qui à chaque fois nous donnait des poèmes d'auteurs. Quand on est dans des villes, elle donnait un poème de Maurice Carême en rapport avec cette. Et elle m'avait parlé de cette. Et voilà, je voulais rendre hommage à cette dame qui était vraiment une personne charmante et voilà, qui est décédée récemment, mais voilà, qui m'a aussi remis un peu sur la voie d'Attila Joseph il y a quelques années. Voilà. Bon, bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis vraiment ravi d'avoir. Non, puis nous, ça nous a, comme toujours, on souhaite, c'est avec ces conférences, on puisse aborder à travers l'arrondissement, justement, des parcours, des vies, des monuments, des événements. Oui, puis d'ailleurs, il y a un poète roumain, alors Andréadi, il y a Attila Joseph, j'ai vu qu'il y avait un poète roumain qui avait été aussi vécu rue Saint-Sulpice, on va peut-être enquêter là-dessus. Un homme de lettres, en tout cas. Enfin, je suis passé ce matin dans la plaque et c'était voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et merci à toutes celles et ceux qui ont assisté à la conférence. Voilà. Au revoir à tous et bonnes vacances. Mais vous entendrez parler de nous avec la lettre et le bulletin de la Société historique.